L'aube se levait sur Vézelay avec une douceur trompeuse. Les premières lueurs dorées caressaient les toits de chaume et les murs de pierre du village, tandis qu'une brume légère s'accrochait encore aux vignobles qui s'étendaient sur les collines environnantes. C'était le mois d'août de l'an de grâce 1347, et la Bourgogne commençait à ressentir les tremblements lointains de la guerre qui opposait le roi de France au roi d'Angleterre. Marguerite de Vézelay ouvrit les volets de bois de son atelier, respirant profondément l'air frais du matin. À 24 ans, elle était la seule apothicaire du village, un titre qu'elle avait gagné non par héritage, mais par l'obstination et l'étude. Orpheline depuis l'âge de 12 ans, elle avait appris son art auprès du vieil apothicaire Maître Bernard, qui l'avait prise sous sa protection avant de mourir 5 ans plus tôt, lui léguant son atelier et ses précieux manuscrits. Son regard parcourut les étagères chargées de pots en terre cuite, de fioles en verre soufflé et de sachets de toile contenant herbes, racines et poudre. L'odeur caractéristique de la camomille séchée, de la lavande et du thym se mêlait à celle plus âcre, du soufre et de la myrrhe. Sur sa table de travail, un mortier en marbre attendait à côté d'un pestle en bois d'olivier poli par des années d'usage. Marguerite portait une robe simple de laine brune, recouverte d'un tablier déjà taché par les teintures végétales. Ses cheveux châtains, tressés serrés, étaient cachés sous un voile blanc propre. Ses mains, fines mais calleuses, témoignaient d'années de travail minutieux. Ses yeux noisettes, vifs et observateurs, ne manquaient aucun détail. C'était cette attention méticuleuse qui lui avait permis de survivre dans un monde où les femmes exerçant un métier d'homme étaient regardées avec suspicion. Le village commençait à s'éveiller. On entendait le coq du meunier chanter, le bruit des sabots sur les pavés, les premiers appels des marchands. Marguerite allumait le feu dans son petit âtre lorsqu'elle entendit des coups pressés à sa porte. Elle ouvrit pour découvrir Étienne, le forgeron, le visage blême et les yeux rouges. « Marguerite, dit-il d'une voix rauque, c'est ma femme, Jeanne. Elle est brûlante de fièvre depuis cette nuit. Et ce n'est pas la seule. 3 autres personnes du village sont tombées malades. » Le cœur de Marguerite se serra. Les fièvres pouvaient emporter des villages entiers, elle le savait trop bien. « Conduis-moi à elle, dit-elle simplement, attrapant son sac en cuir usé où elle gardait ses remèdes d'urgence. La maison d'Étienne et Jeanne était l'une des plus solides du village, avec ses murs en pierre et son toit de tuiles. Étienne avait prospéré ces dernières années, forgeant non seulement pour les villageois, mais aussi pour les chevaliers du château ducal qui se dressaient sur la colline voisine. Jeanne gisait sur leur lit, tremblante sous plusieurs couvertures malgré la chaleur de l'été. Son visage, habituellement rose et riant, était pâle et couvert de sueur. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Marguerite s'agenouilla près du lit et posa sa main sur le front de la malade. La fièvre était intense. Elle examina ensuite les yeux de Jeanne, tira doucement sa langue, écouta sa respiration. « Depuis quand a-t-elle ces symptômes » demanda-t-elle. « Elle s'est plainte de maux de tête hier soir après le souper, puis dans la nuit, la fièvre est montée si vite. » Marguerite remarqua quelque chose d'inhabituel. Sur le cou de Jeanne, de petites taches rouges commençaient à apparaître. Ce n'était pas une fièvre ordinaire. « Qui d'autre est malade » demanda-t-elle, une inquiétude grandissante dans la voix. Le boulanger, Martin, la veuve Béatrice, et le jeune Pierre, le fils du tanneur. Marguerite fronça les sourcils. Ces 4 personnes n'avaient rien en commun, à première vue. Elles vivaient dans différents quartiers du village, pratiquaient des métiers différents, n'étaient pas de la même famille. Pourtant, quelque chose les liait. Qu'ont-ils mangé récemment? Ont-ils bu de la même eau? Étaient-ils tous au même endroit? Étienne réfléchit, puis ses yeux s'éclairèrent. Oui, la fête de la paroisse, avant-hier. Il y avait un banquet dans la cour de l'église. Tous les 4 y étaient.
Marguerite sentit son estomac se nouer. Si c'était une maladie contagieuse qui se propageait lors des rassemblements, tout le village était en danger. Mais quelque chose clochait. Les symptômes étaient apparus trop rapidement, de manière trop uniforme. « Je vais préparer une décoction pour faire baisser la fièvre, » dit-elle. « Mais je dois aussi examiner les autres malades. Ne laisse personne d'autre s'approcher de Jeanne pour l'instant. » Elle retourna rapidement à son atelier et prépara une mixture de saule blanc, de menthe et de camomille. Puis elle visita les 3 autres malades. Partout, les mêmes symptômes. Fièvre soudaine et intense, faiblesse extrême, ces étranges taches rouges qui apparaissaient sur la peau. Alors qu'elle quittait la maison du tanneur, elle croisa le père Augustin, le curé de la paroisse. C'était un homme corpulent, d'une 50aine d'années, au visage rubicond et aux mains toujours jointes dans une attitude de piété perpétuelle. « Ma fille, dit-il de sa voix onctueuse, j'ai entendu parler de cette maladie. Est-ce la peste noire qui revient nous frapper ?» Marguerite secoua la tête. « Non, mon père, la peste donne des bubons, des gonflements noirs, ceci est différent. » Alors serait-ce une punition divine? Ces 4 âmes ont-elles péché? La mâchoire de Marguerite se crispa. Elle n'aimait pas le père Augustin, qui voyait le péché partout et considérait que toute maladie était une punition céleste. Mais elle garda son ton respectueux. « Je ne crois pas que Dieu cherche à punir la pauvre Jeanne ou le vieux Martin. Il y a une cause naturelle à cela, et je la trouverai. » Le curé plissa les yeux. « Prenez garde, Marguerite, votre science est utile, mais n'oubliez pas que seul Dieu a pouvoir sur la vie et la mort. Les femmes qui se mêlent trop de choses qui les dépassent risquent d'être accusées de sorcellerie. » C'était une menace à peine voilée. Marguerite sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne baissa pas les yeux. « Je soigne les malades, mon père, c'est tout, avec l'aide de Dieu et des plantes qu'il a créées pour notre usage. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répliquer. Son esprit bouillonnait. 4 malades, tous présents au banquet de la paroisse. Ce n'était pas une coïncidence. Et si ce n'était pas une maladie naturelle, alors qu'était-ce? De retour dans son atelier, elle sortit l'un des manuscrits légués par maître Bernard. C'était un traité ancien sur les poisons, copié à la main sur du vélin et illustré de dessins précis. Elle le feuilleta attentivement, cherchant des symptômes similaires. Elle trouva ce qu'elle cherchait dans un chapitre sur les poisons végétaux. Le nerpron, la belladone, certains champignons, tous pouvaient causer fièvre, faiblesse et éruption cutanée. Mais en quelle quantité? Et surtout, qui aurait empoisonné 4 villageois innocents? Un bruit de sabots la tira de ses réflexions. Par la fenêtre, elle vit arriver un cavalier en robe de bure. C'était un moine, mais il montait avec l'aisance d'un homme habitué à la selle. Il s'arrêta devant son atelier et descendit avec souplesse. Quand il entra, Marguerite fut surprise de voir que c'était un homme jeune, probablement d'une 30aine d'années, avec un visage marqué par le soleil et une cicatrice qui courait de sa tempe à sa mâchoire. Ses yeux gris étaient perçants et intelligents. « Êtes-vous l'apothicaire, Marguerite ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Je le suis. »« Et vous êtes ?»« Frère Thomas, de l'abbaye de Cîteaux. J'ai entendu dire qu'une maladie étrange frappait votre village. L'abbé m'a envoyé pour offrir notre aide. » Marguerite l'étudia avec curiosité. Les moines cisterciens étaient connus pour leur érudition, mais celui-ci ne ressemblait pas au copiste pâle qu'elle avait croisé. Il avait l'air d'un guerrier devenu homme d'église. « Vous vous y connaissez en médecine ?» demanda-t-elle. « J'ai étudié à l'université de Montpellier avant de prendre l'habit. J'ai aussi servi comme chirurgien lors des batailles en Flandre. » Il marqua une pause. « C'était dans une autre vie. Alors votre aide sera la bienvenue, frère Thomas, car je crains que nous n'ayons pas affaire à une maladie ordinaire. » Elle lui expliqua ce qu'elle avait observé, lui montra le manuscrit ouvert sur les poisons.
Le moine écouta attentivement, hochant la tête. « Vous pensez à un empoisonnement délibéré ?» dit-il. « Ce n'était pas une question. »« Oui, mais pourquoi et qui ?» Frère Thomas s'approcha de la fenêtre et regarda vers le château ducal qui dominait la vallée. « Peut-être que la réponse se trouve là-haut, » dit-il doucement. « Le duc Philippe de Bourgogne est en visite. Il y a eu beaucoup d'agitation au château ces derniers jours. Des chevaliers, des courtisans, des marchands. Et où il y a du pouvoir, il y a souvent du poison. » Marguerite sentit son sang se glacer. « Vous pensez que quelqu'un au château essaie d'empoisonner le duc et que nos villageois auraient été... Quoi? Des essais? C'est une possibilité. Si quelqu'un voulait tester un poison avant de l'utiliser sur une cible plus importante, il pourrait le faire sur des gens dont la mort ne serait pas immédiatement suspecte. » L'idée était horrible, mais elle avait du sens. Marguerite se rappela que le banquet de la paroisse avait été organisé avec de la nourriture donnée par le château. Des restes du festin ducal, redistribués aux pauvres, comme c'était la coutume. « Le pain, murmura-t-elle. On nous a donné du pain blanc du château, un luxe rare pour nous. Tous ceux qui sont tombés malades en ont mangé. » Frère Thomas hocha gravement la tête. « Alors nous devons agir vite si le duc est en danger. » « Nous devons d'abord sauver ceux qui sont déjà malades, » l'interrompit Marguerite fermement. « Ensuite, nous chercherons le responsable. » Elle se replongea dans ses manuscrits, cherchant les antidotes possibles. Si c'était de la belladone, alors les vomitifs et le charbon actif pourraient aider. Si c'était du nerf prun... « J'ai besoin de savoir exactement quel poison a été utilisé, dit-elle. Il nous faut des échantillons du pain. Le banquet était il y a 2 jours. Y aurait-il encore des restes? » Marguerite réfléchit. Le père Augustin conserve peut-être quelque chose. C'est lui qui distribuait la nourriture. Ils se rendirent ensemble à la cure, une petite maison de pierre adjacente à l'église. Le père Augustin les accueillit avec méfiance, surtout quand il vit Marguerite accompagnée d'un moine qu'il ne connaissait pas. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il. « Pourquoi l'abbaye envoie-t-elle quelqu'un ?»« Simple charité chrétienne, mon père, » répondit frère Thomas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons appris qu'il y avait des malades ici. »« Et nous avons besoin de voir la nourriture qui reste du banquet, » ajouta Marguerite. Le curé se raidit. « Pourquoi donc ?»« Parce que je crois que c'est la source de la maladie, » répondit-elle franchement. Un silence pesant s'installa. Puis le père Augustin dit lentement. « Il ne reste rien. Tout a été distribué ou donné aux porcs. »« Rien du tout ?» insista frère Thomas. « Rien. » Marguerite sentit que le curé mentait, mais elle ne pouvait pas le prouver. Ils ressortirent bredouilles. « Il cache quelque chose, » murmura-t-elle une fois dehors. « Ou il protège quelqu'un, » répondit le moine. « Mais nous n'avons pas le temps de le faire parler maintenant. Vos malades empirent à chaque heure. » Il avait raison. Ils retournèrent à l'atelier et Marguerite prépara des antidotes génériques. Du charbon de bois pilé mélangé à de l'eau pour absorber les toxines, des décoctions de lait et d'œufs battus pour protéger l'estomac, des infusions de menthe poivrée pour calmer les nausées. Ils passèrent le reste de la journée à aller de maison en maison, administrant les remèdes, changeant les linges humides sur les fronts brûlants, veillant sur les malades. La nuit tombait quand Marguerite remarqua une amélioration chez Jeanne. La fièvre commençait à baisser et elle avait réussi à boire un peu d'eau. « Vous leur avez sauvé la vie, » dit frère Thomas, alors qu'ils marchaient dans les rues obscures du village. « Pas encore. Ils sont encore faibles. Et je n'ai pas empêché le prochain empoisonnement, si c'est vraiment ce qui se passe. » Ils arrivèrent devant l'atelier de Marguerite. La lune était presque pleine et baignait le village d'une lumière argentée. Soudain, frère Thomas saisit le bras de Marguerite. « Regardez » chuchota-t-il. Une silhouette furtive sortait de la cure. C'était difficile à voir dans l'obscurité, mais on distinguait un homme de taille moyenne enveloppé dans une cape sombre.
Il marchait rapidement vers la sortie du village, en direction du château. « Suivons-le, » murmura Marguerite. « C'est dangereux, » objecta frère Thomas, mais il ne fit aucun geste pour l'arrêter quand elle commença à marcher. Ils gardèrent leur distance, utilisant les ombres des maisons pour se cacher. L'homme ne se retournait pas, marchant avec la certitude de quelqu'un qui connaît bien le chemin. Il prit le sentier qui menait au château, passant devant les vignobles endormis. Au pied de la colline du château, il s'arrêta près d'un vieux chêne. Une autre silhouette émergea de l'obscurité. Cette personne était plus grande et portait des vêtements qui, même dans le noir, trahissaient une certaine qualité. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, puis la première silhouette tendit quelque chose à la seconde. Un paquet ou un sac. Un échange, murmura frère Thomas à l'oreille de Marguerite. Mais de quoi? La transaction terminée, les deux hommes se séparèrent. Celui du village retourna vers la cure, tandis que l'autre montait vers le château. Marguerite et frère Thomas restèrent cachés dans les buissons un long moment après leur départ. « Le père Augustin est impliqué, » dit finalement Marguerite. « Il sert d'intermédiaire. » « Mais pour qui et pourquoi ? » « Il faut que j'entre dans le château, » dit Marguerite avec détermination. « C'est là que se trouve la réponse. » Frère Thomas la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous savez que c'est impossible. Les femmes du peuple n'entrent pas au château, sauf si elles y travaillent. Alors, trouvons un moyen de m'y faire travailler. » Deuxième partie. Les secrets du château. Le lendemain matin, Marguerite se réveilla avec un plan audacieux. Si elle ne pouvait pas entrer au château comme apothicaire, peut-être pourrait-elle y entrer autrement. Elle demanda conseil à la seule personne du village qui avait des contacts au château, Dame Isabeau de Montclair. Dame Isabeau était une veuve noble qui vivait dans un petit manoir à la lisière du village. Son défunt mari avait été un chevalier au service du duc, et elle-même avait été dame de compagnie de la duchesse dans sa jeunesse. Maintenant, âgée d'une 60aine d'années, elle vivait retirée, mais conservait son influence à la cour. C'était aussi la seule noble qui avait défendu Marguerite quand certains villageois avaient voulu l'empêcher de pratiquer son métier. Il y avait toujours eu entre elles une relation étrange, presque maternelle, bien que Marguerite ne sût pas pourquoi la dame s'intéressait à elle. Le manoir était modeste mais élégant, avec ses murs de pierre blanche et son jardin bien entretenu. La servante conduisit Marguerite au petit salon où dame Isabeau brodait près de la fenêtre. « Marguerite, ma chère enfant, » dit la vieille dame en posant son ouvrage. « Quelle surprise! Viens t'asseoir, tu as l'air troublée. » Marguerite s'assit et raconta tout. Les empoisonnements, ses soupçons, la rencontre nocturne près du chêne. Dame Isabeau l'écouta en silence, son visage pâle devenant encore plus blanc. « Tu joues avec le feu, mon enfant, » dit-elle finalement. « Si ce que tu dis est vrai, tu as découvert une conspiration qui pourrait renverser des royaumes. Le duc Philippe est l'un des hommes les plus puissants de France. Sa mort profiterait à beaucoup de gens. Raison de plus pour l'avertir. » L'avertir? Dame Isabeau secoua la tête. « Tu es une fille de village. Qui te croira? Non, il faut des preuves solides. C'est pourquoi je dois entrer au château. » La vieille dame resta silencieuse un long moment, ses doigts noueux caressant le tissu de sa broderie. « Il y a un moyen, » dit-elle lentement. « Le château a besoin d'une servante supplémentaire pour le grand banquet que le duc donne dans 3 jours. J'ai encore assez d'influence pour faire accepter une recommandation. Mais Marguerite, tu dois comprendre le danger. Si on découvre que tu espionnes, je comprends. »
Dame Isabeau soupira. « Tu as toujours été têtue, exactement comme… » Elle s'interrompit. « Peu importe, je vais écrire une lettre pour Dame Catherine, l'intendante du château, mais promets-moi d'être prudente. » « Je vous le promets. » Ce fut ainsi que 2 jours plus tard, Marguerite gravit la colline vers le château ducal, vêtue d'une robe simple et portant un petit baluchon contenant quelques affaires. Frère Thomas l'accompagna jusqu'à la porte. « Je ne peux pas entrer avec vous, dit-il, mais je resterai au village. Si vous avez besoin de moi, trouvez un moyen de m'envoyer un message. » Marguerite hocha la tête, le cœur battant. Elle franchit la grande porte de bois clouté et entra dans la cour du château. Le château de Vézelay était une forteresse imposante, construite 2 siècles plus tôt sur les ruines d'une ancienne fortification romaine. Ses murailles épaisses, ses tours rondes et son donjon carré dominaient toute la vallée. Dans la cour, c'était un balai constant de soldats, de serviteurs, de chevaux et de charrettes apportant des provisions. Dame Catherine, l'intendante, était une femme sèche d'une 50aine d'années, au regard perçant et aux manières efficaces. Elle examina Marguerite de la tête aux pieds. « Dame Isabeau se porte garante de toi, dit-elle, d'un ton qui suggérait qu'elle se demandait pourquoi. Tu travailleras aux cuisines et tu serviras lors du banquet. Tu obéiras en tout point au maître-queux et à moi-même. Le moindre faux pas et tu seras renvoyée. Est-ce clair ? » « Oui, madame. »« Bien, suis-moi. » Marguerite fut conduite à travers un dédale de couloirs de pierre jusqu'aux cuisines, situées dans l'aile ouest du château. C'était une grande salle avec 2 énormes cheminées, des tables de travail en bois massif et des dizaines de casseroles en cuivre accrochées au mur. L'air était chaud et enfumé, rempli d'odeurs de viande rôtie, d'épices et de pain frais. Le maître-queux, maître Philippe, était un homme massif avec un tablier taché et une voix de stentor. Il aboya des ordres sans arrêt, dirigeant une armée de cuisiniers, de marmitons et de servantes dans une chorégraphie complexe de préparation du banquet. Marguerite fut mise au travail immédiatement, éplucher des légumes, tourner les broches, porter de l'eau. C'était un travail épuisant, mais elle gardait les yeux et les oreilles ouverts. Elle observait tout, notait qui entrait et sortait, qui parlait à qui. Le premier jour passa dans un tourbillon d'activités. Ce ne fut que le soir, alors qu'elle était assignée à porter du vin dans la grande salle, qu'elle eut sa première chance de voir les nobles du château. La grande salle était magnifique, avec ses hauts plafonds voûtés, ses tapisseries représentant des scènes de chasse, et son immense cheminée où brûlait un feu malgré la chaleur estivale. Des tables en forme de U étaient dressées, couvertes de nappes blanches et de chandelles. Au centre, à la table d'honneur, siégeait le duc Philippe. C'était un homme d'environ 40 ans, grand et imposant, avec une barbe noire soigneusement taillée et des yeux bleus perçants. Il portait un pourpoint de velours rouge brodé d'or et une chaîne d'or massif ornait son cou. À sa droite était assise une femme élégante d'une 30aine d'années, vêtue de soie verte. Marguerite reconnut la duchesse Marie. À gauche du duc se trouvait un homme que Marguerite observa avec attention. C'était un chevalier d'environ 35 ans, aux cheveux blonds et au visage dur. Il portait une tunique noire brodée d'argent et une épée à la ceinture. Quelque chose dans son regard calculateur mit Marguerite mal à l'aise. « Qui est-ce » chuchota-t-elle à une autre servante qui remplissait les gobelets. « Seigneur Guillaume de Beaumont, » répondit la fille, « le nouveau conseiller du duc, arrivé il y a 3 mois. Certains disent qu'il va bientôt être nommé sénéchal. » Marguerite continuait à observer. Le seigneur Guillaume se penchait souvent vers le duc pour lui murmurer quelque chose. Le duc l'écoutait, hochait la tête, riait à ses plaisanteries. Il semblait avoir une grande confiance en cet homme. Trop de confiance, peut-être. Au cours des 2 jours suivants, Marguerite établit une routine. Elle travaillait dur aux cuisines, mais trouvait des moments pour explorer le château.
Elle découvrit que le seigneur Guillaume avait ses appartements dans la tour sud et qu'il recevait souvent des visiteurs à des heures étranges. Elle le vit plus d'une fois s'entretenir discrètement avec un homme en robe de bure qu'elle ne reconnut pas. Ce qui l'intriguait le plus, c'était le garde du corps personnel du duc, un vieux chevalier nommé Sire Bertrand. Il semblait aussi se méfier du seigneur Guillaume, si l'on en jugeait par les regards qu'il lui lançait. Marguerite décida qu'il pourrait être un allié. Le soir, avant le grand banquet, alors qu'elle portait du linge propre, elle croisa Sire Bertrand dans un couloir désert. C'était le moment ou jamais. « Pardonnez-moi, messire, » dit-elle doucement. Le vieux chevalier se retourna. Il avait au moins 60 ans, avec des cheveux gris et un visage marqué par d'innombrables batailles. « Que veux-tu, fille ?» Marguerite prit une grande inspiration. « Je dois vous parler de quelque chose d'important qui concerne la sécurité du duc. » Les yeux de Sire Bertrand se plissèrent. « Explique-toi, vite. » Elle lui raconta rapidement l'histoire des empoisonnements au village, ses soupçons, ce qu'elle avait observé depuis son arrivée au château. « Tu es en train de m'accuser le seigneur Guillaume de trahison ?» demanda Sire Bertrand d'une voix dangereusement calme. « Je n'accuse personne, messire. Je vous dis ce que j'ai vu. Le duc est en danger. » Le vieux chevalier la fixa longuement. « Comment s'appelle-t-elle, la fille de village qui prend de tels risques pour son duc ?»« Marguerite, messire, Marguerite de Vézelay. » Quelque chose passa dans les yeux de Sire Bertrand. Surprise, reconnaissance. Ce fut si bref que Marguerite crut l'avoir imaginé. « Je vais surveiller le seigneur Guillaume de plus près, » dit-il finalement. « Mais je ne peux rien faire sans preuve. Si ce que tu dis est vrai, il agira pendant le banquet de demain. Garde les yeux ouverts. » Ce soir-là, Marguerite dormit peu dans le dortoir des servantes. Son esprit tournait en rond, essayant de comprendre le plan du seigneur Guillaume. Comment comptait-il empoisonner le duc lors d'un banquet où des dizaines de personnes le verraient? La réponse vint le lendemain, alors qu'elle aidait aux derniers préparatifs dans les cuisines. Elle vit le père Augustin arriver discrètement, portant un grand panier couvert d'un linge blanc. « Le pain béni pour le banquet », annonça-t-il à maître Philippe. « Une offrande spéciale de l'Église pour célébrer la visite du duc. » Marguerite sentit son sang se glacer. Le pain, encore, c'était ainsi qu'il comptait le faire. Elle regarda maître Philippe accepter le panier et le placer sur une table. Il serait servi lors du banquet, peut-être même en premier, en signe d'honneur. Elle devait agir, mais comment? Si elle accusait publiquement le père Augustin sans preuve, on ne la croirait pas. Pire, elle pourrait alerter les conspirateurs et les pousser à changer leur plan, le rendant encore plus difficile à déjouer. Non, elle devait prendre le pas, le faire analyser, obtenir des preuves tangibles. Mais le temps pressait, le banquet commencerait dans quelques heures. Elle chercha des yeux Sire Bertrand, mais il n'était pas dans les cuisines. Elle ne pouvait pas quitter son poste pour le chercher sans attirer l'attention. C'est alors qu'elle eut une idée. Elle s'approcha discrètement du panier pendant que maître Philippe hurlait des ordres à un marmiton maladroit. Rapidement, elle prit un petit morceau de pain et le glissa dans la poche de son tablier. Elle avait besoin de le tester, mais comment? Puis, elle se souvint d'un vieux truc que maître Bernard lui avait enseigné. Les animaux réagissaient plus vite au poison que les humains. Si ce pain était empoisonné, un chien ou un chat le montrerait en quelques minutes. Dans la cour, elle trouva un des chiens du château, un grand lévrier qui se reposait au soleil. Elle lui donna le morceau de pain. L'animal le mangea avec avidité et remua la queue. Marguerite attendit, le cœur battant. 5 minutes passèrent. 10 minutes. Le chien semblait parfaitement normal, se léchant les babines et cherchant d'autres friandises. Confusion et soulagement se mêlèrent en elle. Le pain n'était pas empoisonné.
Avait-elle tout imaginé? Non, elle ne pouvait pas avoir tout imaginé. Les 4 villageois avaient bel et bien été empoisonnés. La rencontre nocturne entre le père Augustin et l'homme mystérieux avait eu lieu. Il y avait forcément un plan. Alors elle comprit. Le pain n'était pas empoisonné maintenant, car il n'était pas encore complet. Il manquait un ingrédient, quelque chose qui serait ajouté au dernier moment. Peut-être une sauce, ou du beurre, ou le vin. On servait toujours du vin avec le pain lors des banquets. Un vin spécial pour le duc, dans son propre gobelet. Elle devait trouver Sir Bertrand, maintenant. 3e partie. Le banquet du sang. Le banquet commença au coucher du soleil. Les torches et les chandelles illuminaient la grande salle d'une lumière dorée et dansante. Les nobles arrivaient dans leurs plus beaux atours, les dames en robes de soie et de velours, les seigneurs en pourpoint brodé. L'air était rempli du parfum des plats cuisinés et des épices. Marguerite servait parmi les autres servantes, portant des plateaux de nourriture et remplissant les gobelets. Mais ses yeux ne quittaient jamais le seigneur Guillaume. Il était assis à la droite du duc, souriant, conversant, levant son gobelet pour porter des toasts. Il avait l'air parfaitement détendu. Trop détendu pour un homme sur le point de commettre un meurtre. Sir Bertrand se tenait derrière le duc, comme toujours, une main sur le pommeau de son épée. Marguerite avait réussi à lui glisser un mot plus tôt, lui faisant part de ses nouvelles suspicions sur le vin. Il avait hoché la tête gravement. Le banquet progressait. On servit le premier plat, une soupe épaisse aux herbes. Puis vinrent les viandes rôties, les volailles farcies, les poissons en croûte. Les nobles mangeaient, buvaient, riaient. Des ménestrels jouaient de la musique dans un coin de la salle. Puis vint le moment de servir le pain béni. Maître Philippe lui-même l'apporta sur un plateau d'argent. C'était un pain magnifique, doré et parfumé, coupé en tranches épaisses. Le duc prit une tranche et la rompit, comme c'était la coutume. Il la porta à ses lèvres. « Attendez !» La voix de Marguerite résonna dans la salle. Un silence stupéfait s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle vit la colère sur le visage de dame Catherine, la surprise du duc, et quelque chose d'autre sur le visage du seigneur Guillaume. Un éclair de compréhension, puis de rage froide. « Comment oses-tu interrompre le duc ?» tonna dame Catherine. Mais Sir Bertrand était déjà en mouvement. D'un geste rapide, il prit le pain des mains du duc. « Cette fille a raison, » dit-il d'une voix forte. « Ce pain est peut-être empoisonné. » Des murmures horrifiés parcoururent l'assemblée. Le duc se leva, son visage devenu sévère. « Quelqu'un explique ce qui se passe ici, » ordonna-t-il. Mais avant que Marguerite ou Sir Bertrand puissent parler, le seigneur Guillaume se leva aussi, le visage rouge de colère. « C'est de la folie! Une simple servante interrompt le banquet ducal avec des accusations sans fondement. Elle devrait être fouettée. » « Alors, mangez-en vous-même, messire, » dit calmement Marguerite, trouvant du courage qu'elle ne savait pas posséder. « Si ce pain est sans danger, prouvez-le. » Le seigneur Guillaume hésita, juste une fraction de seconde. Mais cette hésitation fut suffisante. Le duc le remarqua. « En effet, Guillaume, » dit le duc Philippe d'une voix dangereusement douce. « Mangez. » Le seigneur Guillaume regarda autour de lui, comme un animal pris au piège. Puis, avec un mouvement soudain, il tira son épée. « Je ne me laisserai pas piéger par une sorcière et un vieux fou !» cria-t-il. Le chaos éclata. Des gardes se précipitèrent, mais le seigneur Guillaume était déjà en mouvement, brandissant son épée. Sir Bertrand se plaça devant le duc, sa propre épée tirée. Le seigneur Guillaume ne chercha pas à affronter le vieux chevalier. Au lieu de cela, il se tourna vers Marguerite, comprenant qu'elle était la clé de tout. Il se précipita vers elle, l'épée levée.
Marguerite recula, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas lui échapper. L'épée descendait. Un fracas métallique. Une silhouette en robe de bure s'était interposée, parant le cou avec un long bâton de bois. Frère Thomas. « Vous !» s'exclama le seigneur Guillaume. Les deux hommes s'affrontèrent. Malgré sa robe de moine, frère Thomas maniait son bâton avec l'expertise d'un guerrier entraîné. Il para, esquiva, contre-attaqua. Le seigneur Guillaume était plus jeune et avait une épée, mais frère Thomas avait l'expérience et la détermination. Le combat fut bref. D'un mouvement circulaire, frère Thomas fit voler l'épée des mains du seigneur Guillaume, puis il le frappa au visage avec le bout de son bâton. Le traître s'effondra, le nez brisé et saignant. Des gardes se saisirent immédiatement de lui, le maintenant au sol. Le duc Philippe s'avança lentement, regardant l'homme qu'il avait considéré comme son ami et conseiller. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Le seigneur Guillaume cracha du sang. « Parce que vous êtes un imbécile, parce que vous gaspillez la puissance de la Bourgogne en vous prosternant devant le roi de France. J'aurais pu faire de ce duché un royaume indépendant, une puissance qui aurait rivalisé avec l'Angleterre et la France. » « Tu aurais plongé la Bourgogne dans une guerre civile, » répondit le duc avec dégoût. « Qui d'autre est impliqué dans ta conspiration ?» Le seigneur Guillaume ricana. « Croyez-vous que j'étais seul? Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. »« Vous pouvez me tuer, mais le plan continuera. »« Amenez-le au cachot, » ordonna le duc, « et trouvez ses complices. » Alors que les gardes emmenaient le traître, le duc se tourna vers Marguerite, frère Thomas et sire Bertrand. « Vous trois m'avez sauvé la vie, dit-il. Comment vous remercier ?» Marguerite s'agenouilla. « Monseigneur, il y a d'autres impliqués. Le père Augustin du village a servi d'intermédiaire, et il y a eu des victimes innocentes, des villageois empoisonnés lors d'un essai de poison. » Le visage du duc se durcit encore plus. « Un prêtre? Faites venir le père Augustin immédiatement !» Des gardes partirent au galop vers le village. En attendant, Marguerite raconta toute l'histoire depuis le début, la mystérieuse maladie, ses investigations, ce qu'elle avait découvert. Le duc l'écouta avec attention, et quand elle termina, il secoua la tête avec tristesse. « 4 innocents ont failli mourir à cause de l'ambition d'un homme, dit-il. Comment vont-ils maintenant? Ils se remettent, monseigneur. Grâce aux soins, ils survivront. C'est bien. Vous avez fait preuve d'un grand courage et d'une grande intelligence, Marguerite de Vézelay. Quelle récompense désiriez-vous? » Marguerite réfléchit. Elle aurait pu demander de l'or, des terres, un titre, mais elle savait ce qu'elle voulait vraiment. « Monseigneur, je souhaiterais votre protection pour continuer mon travail d'apothicaire, et j'aimerais pouvoir étudier davantage, peut-être même voyager, pour apprendre de m'être plus savant. » Le duc sourit. « Accordé. De plus, vous serez nommé apothicaire ducal, avec une pension et l'accès à ma bibliothèque personnelle. Que quiconque essaie de vous empêcher de pratiquer votre art devra répondre devant moi. » Il se tourna vers frère Thomas. « Et vous, mon frère, d'où venez-vous et comment vous trouviez-vous ici ce soir ?» Frère Thomas s'inclina. « Je suis frère Thomas de Cîteaux, monseigneur. Je suis venu au village pour aider avec la maladie et j'ai assisté Marguerite dans ses investigations. Je ne pouvais pas la laisser entrer seule au château ce soir, alors j'ai trouvé un moyen de m'y introduire. »« Un moine qui se bat comme un chevalier, » observa le duc. « Vous avez un passé intéressant. » « J'ai servi dans les guerres de Flandre avant de prendre l'habit, monseigneur. Certaines compétences ne s'oublient pas. En effet, l'abbaye de Cîteaux sera récompensée pour votre aide, et vous, personnellement, êtes toujours le bienvenu à ma cour. » Enfin, le duc se tourna vers sire Bertrand. « Quant à vous, vieux lion, vous ne m'avez jamais fait défaut en 40 ans de service. Vous aviez raison de vous méfier du seigneur Guillaume. » Le vieux chevalier inclina la tête. « J'aurais dû voir plus tôt ce qu'il était, monseigneur. Pardonnez-moi. » « Il n'y a rien à pardonner. »
Les gardes revinrent avec le père Augustin. Le curé avait l'air terrifié, son visage rond couvert de sueur. « Monseigneur, bégayait-il, je ne sais pas pourquoi j'ai été amené ici. »« Ne mentez pas, » l'interrompit le duc froidement. « Nous savons que vous avez aidé le seigneur Guillaume. Avouez et votre punition sera peut-être moins sévère. » Le père Augustin regarda autour de lui, vit les visages durs et s'effondra. « Il m'a forcé, sanglota-t-il. Il connaissait mes péchés, mes dettes de jeu. Il m'a fait chanter. J'ai dû faire ce qu'il demandait, ou il aurait ruiné ma réputation. » « Alors, vous avez choisi de devenir complice d'un meurtre plutôt que d'avouer vos fautes, » demanda le duc avec mépris. « Emmenez-le aussi. L'évêque décidera de son sort. » Alors que le curé était emmené, le duc soupira. Cette soirée devait être une célébration. Au lieu de cela, elle a révélé une trahison au cœur même de ma cour. Il regarda autour de lui, vers les nobles qui observaient la scène avec des yeux écarquillés. « Que ceci serve de leçon à tous, » dit-il d'une voix forte. « La trahison ne sera jamais tolérée, peu importe qui la commet. Mais que cela montre aussi que la loyauté et le courage peuvent venir de n'importe où, même d'une simple fille de village. » Il leva son gobelet. « Je porte un toast à Marguerite de Vézelay, à frère Thomas de Cîteaux et à sire Bertrand de Montclerc. Que leur exemple nous inspire tous. » L'assemblée leva ses gobelets et but à leur santé. Marguerite sentit ses joues rougir sous tous ses regards. Ce n'est que plus tard, dans un petit salon privé, que le duc put parler plus intimement avec ses sauveurs. Dame Isabeau était là aussi, ayant été convoquée depuis son manoir. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » dit le duc. « Comment une jeune apothicaire de village a-t-elle eu le courage de s'opposer à un seigneur puissant et de risquer sa vie pour un duc qu'elle n'avait jamais rencontré ?» Marguerite hésita. « Je ne pouvais pas laisser des innocents souffrir, monseigneur, ou vous laisser mourir si je pouvais l'empêcher. C'était simplement juste. » Dame Isabeau posa sa main ridée sur celle de Marguerite. Elle a toujours été ainsi, depuis qu'elle était enfant. Le duc et sire Bertrand échangèrent un regard étrange. « Dame Isabeau, » dit lentement le duc, « peut-être est-il temps de révéler certaines vérités. » « Oui, Marguerite, ma chère, il est temps que tu saches quelque chose que nous t'avons caché pour te protéger. » Marguerite sentit son cœur s'accélérer. « Me protéger de quoi ?»« De la vérité sur tes parents, » dit Dame Isabeau doucement. « Tu crois être orpheline, fille de paysan mort de maladie quand tu avais 12 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai. » Le monde sembla vaciller autour de Marguerite. « Quoi ?» Sire Bertrand s'avança. « Ta mère était ma fille, Marguerite, dame Héloïse de Montclerc. Elle était dame de compagnie de la duchesse, comme dame Isabeau avant elle. Et ton père, continua le duc avec gravité, était mon jeune frère Henri. Il n'était pas duc, seulement un cadet, mais il était brillant et brave. » Marguerite ne pouvait plus respirer. « Vous dites que je suis de sang noble, » confirma dame Isabeau. « Ton père et ta mère s'aimaient, mais leur mariage n'était pas approuvé par certains à la cour. Il y avait des intrigues, des jalousies. Quand tu es né, des menaces ont été faites contre ta vie. Pour te protéger, tes parents ont décidé de te cacher au village, confié à un couple de braves gens qui t'ont élevé comme leur fille. Puis tes parents sont morts, dit doucement sire Bertrand, empoisonnés lors d'un banquet, exactement comme quelqu'un a essayé de tuer mon duc ce soir. » Les larmes coulaient sur les joues de Marguerite. « Et vous m'avez laissé croire que j'étais orpheline, que mes parents étaient de simples villageois ? » « Pour te protéger, » répéta dame Isabeau. « Les mêmes personnes qui avaient tué tes parents te cherchaient.
Mais dans un petit village, comme fille d'un apothicaire, tu étais en sécurité. J'ai veillé sur toi de loin, m'assurant que tu avais ce dont tu avais besoin. C'est pourquoi tu as défendu mon droit de devenir apothicaire, réalisa Marguerite. Oui, et c'est pourquoi, quand tu es venu me demander de l'aide pour entrer au château, je ne pouvais pas refuser, même si cela me terrifiait. Marguerite regarda le duc. « Vous êtes mon oncle ?»« Je le suis, dit-il avec un sourire triste. « Et tu as hérité du courage de ton père et de l'intelligence de ta mère. Je suis fier de toi, nièce. » « Le seigneur Guillaume, demanda soudain Marguerite, savait-il qui j'étais ?» Le duc secoua la tête. « Je ne crois pas. S'il l'avait su, il t'aurait probablement tué bien avant ce soir. Les conspirateurs qui ont tué tes parents il y a 12 ans n'ont jamais été trouvés. Mais je me demande maintenant s'ils ne font pas partie du même réseau que Guillaume. »« Nous devons les trouver, » dit sir Bertrand avec détermination. « Tous. »« Et nous le ferons, » promit le duc. « Mais pas ce soir. Ce soir, nous célébrons la vie, pas la mort. » Il se tourna vers Marguerite. « Tu as le choix maintenant, ma nièce. Tu peux révéler ta véritable identité, prendre ta place à la cour comme dame Marguerite de Montclair, ou tu peux continuer ta vie comme Marguerite l'apothicaire, avec ma protection, mais sans titre. Les deux voies ont leurs avantages et leurs dangers. » Marguerite réfléchit longuement. Une partie d'elle voulait connaître la vie de cour, comprendre d'où elle venait vraiment. Mais une autre partie, plus forte, savait où était sa vraie place. « Je veux continuer à être apothicaire, » dit-elle finalement. « C'est ce que je suis, ce que je sais faire. C'est ainsi que je peux aider les gens. » Mais elle regarda son grand-père, cet homme qu'elle voyait pour la première fois vraiment. « J'aimerais vous connaître, tous, pas comme une dame de cour, mais comme moi-même. » Sir Bertrand sourit, et pour la première fois, Marguerite vit des larmes dans les yeux du vieux guerrier. « Alors, c'est ainsi que ce sera, » dit le duc. « Marguerite l'apothicaire, fille du village et nièce du duc. Tu vivras comme tu le souhaites, mais tu seras toujours la bienvenue ici, dans ta vraie maison. » Épilogue. Un nouveau matin. 3 mois plus tard, Marguerite se tenait dans son atelier, maintenant agrandi grâce à la générosité ducale. Elle avait de nouveaux manuscrits, de nouveaux instruments et même un apprenti, le jeune Pierre, le fils du tanneur qui avait été l'une des victimes de l'empoisonnement. Frère Thomas lui rendait visite régulièrement, apportant des nouvelles du château et du monde extérieur. Le seigneur Guillaume avait été exécuté pour trahison et plusieurs de ses complices avaient été découverts et jugés. Le père Augustin avait été destitué et enfermé dans un monastère pénitentiaire pour le reste de ses jours. Jeanne et les autres empoisonnés s'étaient complètement rétablis et vivaient leur vie normale. Le village prospérait et Marguerite était maintenant respectée non seulement comme guérisseuse, mais comme l'héroïne qui avait sauvé le duc. Elle voyait régulièrement son grand-père, sir Bertrand, qui descendait au village pour lui enseigner l'histoire de sa famille. Elle apprenait ses origines, comprenait d'où venait sa soif de connaissance et son sens de la justice. Son père avait été un érudit et un chevalier. Sa mère avait été connue pour sa compassion et son intelligence. Dame Isabeau était devenue une véritable grand-mère pour elle, lui racontant des histoires de ses parents, partageant des souvenirs précieux. Le duc lui avait offert une bourse pour étudier à Montpellier si elle le souhaitait. Elle n'avait pas encore décidé. Il y avait tant à apprendre, tant de gens à aider ici même. Ce matin-là, alors qu'elle préparait une décoction pour un enfant malade, on frappa à sa porte. C'était Étienne, le forgeron, avec sa femme Jeanne.
Marguerite, dit Jeanne avec un sourire radieux, je voulais être la première à te dire « Je suis enceinte, après toutes ces années !» Marguerite les embrassa tous les deux, partageant leur joie. « C'est merveilleux! Quand le bébé doit-il naître ?»« Au printemps prochain, » dit le médecin du château. « Et si c'est une fille, » ajouta Étienne, « nous l'appellerons Marguerite, en ton honneur. » Marguerite sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je serai honorée. » Après leur départ, elle resta un moment à regarder par sa fenêtre le village qui s'éveillait. Le soleil se levait sur les toits de chaume et les murs de pierre. Dans les vignobles, les vendangeurs commençaient leur journée. Au loin, on entendait les cloches de l'église. Elle avait découvert tant de choses sur elle-même ces derniers mois. Elle était noble et roturière. Elle était orpheline et avait une famille. Elle était fille de village et nièce de duc. Mais par-dessus tout, elle était Marguerite l'apothicaire, et c'était exactement qui elle voulait être. Elle se retourna vers ses instruments, ses manuscrits, ses herbes. Il y avait du travail à faire, des malades à soigner, des remèdes à découvrir, une vie à vivre. Elle sourit, prit son mortier et commença à moudre des herbes fraîches. L'odeur familière de la lavande remplit l'air. Dehors, le monde continuait de tourner avec ses dangers et ses merveilles, ses trahisons et ses courages. Mais ici, dans ce petit atelier de pierre, Marguerite de Vézelay avait trouvé sa place. Et elle savait que c'était exactement où elle devait être. Le serment qu'elle avait fait en devenant apothicaire résonnait encore dans son esprit. Servir les malades, chercher la vérité, protéger les innocents. C'était un serment qu'elle avait honoré et qu'elle continuerait d'honorer chaque jour de sa vie. Car c'était cela le véritable pouvoir. Pas les titres, pas la noblesse, pas l'or, mais la capacité de guérir, de protéger, de faire ce qui est juste, même face au danger. Et alors que le soleil montait dans le ciel d'automne, baignant la Bourgogne d'une lumière dorée, Marguerite savait qu'elle était exactement où elle devait être. Chez elle.